Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère ? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. Un dollar américain vaut 2851,7169 francs congolais. Un euro équivaut à 3127,8856 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,7684 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 163,6119 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain vaut 2865 francs congolais, un euro vaut 2900 voire 3000 francs congolais et un franc CFA vaut 4,3 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays ? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré une baisse. Elle coûte 9 594,77 dollars américains contre 9 840,05 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé, Eric Ambago. Il coûte toujours 24 233 dollars américains. L'once d'or est vendue à partir de 2608,16 dollars américains contre 2659,70 dollars américains la semaine passée. Eric, le baril du pétrole revient à 73,35 dollars américains contre 70,97 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 7050 dollars américains contre 7039 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Sans cesse repoussé, annulé, relancé, le projet Grand Inga semble bénéficier d'un nouveau coup de pouce avec l'implication de 5 banques de développement et le retour, bien sûr, de la Banque mondiale qui s'était désengagée, vous le savez, en 2016. Alors, quel sera l'impact de ce projet sur l'économie de la RDC et de l'Afrique ? Jeudi Économie a le plaisir de recevoir pour vous 2 invités. D'abord, M. Albert Zefack, il est directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe et ex-chef économiste pour l'Afrique à la Banque mondiale. M. Albert Zefack, bonjour. Bonjour, M. Ambago. Il est accompagné de M. Tierno Ba, il est responsable de projet à la Banque mondiale. M. Tierno Ba, bonjour. Bonjour. Alors, avec nos invités, nous allons parler de ce grand projet qui intéresse tous les Congolais, pourquoi pas tous les Africains, mais pourquoi pas aussi le monde entier. Alors, monsieur Albert Zefack, la première question que tout le monde se pose, ou le commun des mortels, là, vous êtes à la Banque mondiale, c'est quoi la Banque mondiale ? C'est un groupe qui inclut la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, créée en 1944, juste au moment où la Deuxième Guerre mondiale se terminait, pour reconstruire l'Europe qui avait été dévastée. Ensuite, en 1960, lorsque les pays africains arrivaient à l'indépendance, l'Association internationale de développement a été créée, IDA, et c'est celle qui donne les ressources concessionnelles pour le financement des pays comme le Congo. Ça, c'est IDA. L'autre institution du groupe de la Banque mondiale, c'est la Société financière internationale, SFI, qui est présente aussi au Congo et qui est le bras du secteur privé du groupe de la Banque mondiale, celle qui prend des participations dans des entreprises congolaises, qui fait de la dette pour les entreprises pour leur permettre de croître et de créer des emplois. Et nous avons également
dans le groupe de la Banque mondiale, l'agence multilatérale de garantie pour les investissements, MIGA. Voilà, qui donne des garanties pour les investisseurs privés qui veulent développer des activités dans les pays en développement. Voilà le groupe de la Banque mondiale. Et notre objectif c'est de éradiquer la pauvreté sur une planète vivable. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que toutes les actions du groupe de la Banque mondiale concourent à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté, si ce n'est à l'éradiquer, pour pouvoir s'assurer que le niveau de vie des populations dans le monde augmente. Mais plus important, nous devons le faire de façon à ce qu'on puisse préserver en même temps la planète. Voilà l'objectif de la Banque mondiale et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre ici au Congo. Mais pourtant, on dit souvent que la Banque mondiale n'a jamais développé un pays, surtout sur le continent africain. Alors, M. Mbago, je crois avoir la paternité de cette expression. Il y a quelques années, en tant qu'économiste en chef de la Banque mondiale, j'ai dit que la Banque mondiale n'a jamais développé un pays, mais elle a aidé les pays qui voulaient se développer à le faire. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Il y a des exemples. Ah, bien sûr, les pays qui ont voulu se développer ont mis en place des administrations solides, ont mis en place des institutions qui ont géré de façon transparente, ont réduit la corruption et en ce moment, les financements de la Banque mondiale les ont permis de décoller. Les exemples, il y en a un grand nombre en Asie du Sud-Est. Les pays comme la Thaïlande, les pays comme la Malaisie, les pays comme Singapour ont tous bénéficié des financements de la Banque mondiale dans les années 70 pour pouvoir décoller. Et aujourd'hui, certains de ces pays ont des revenus par tête 10 à 20 fois ceux de nos pays. Et la Banque mondiale, parce que quand on parle de banque, on a des actionnaires, chacun apporte du sien. Est-ce qu'on peut évaluer déjà la caisse de la Banque mondiale? Ça peut être évalué à combien aujourd'hui? Ça, c'est une excellente question. La Banque mondiale, en fait, c'est un fonds où tous les pays du monde contribuent. Même le Congo est actionnaire de la Banque mondiale. C'est une chose que le grand public ne sait pas. N'est-ce pas? Même le Congo est actionnaire de la Banque mondiale. Tous les pays du monde, plus de 190 pays au monde sont actionnaires de la Banque mondiale, contribuent donc des ressources dans ce fonds qui est utilisé pour faire des prêts, comme on le fait dans une coopérative. Et tous les pays du monde sont représentés au conseil d'administration. Il y a un administrateur qui représente les pays africains, y compris le Congo, au conseil d'administration de la Banque mondiale. Donc, c'est une coopérative où les pays contribuent et naturellement ont le droit d'emprunter. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Mais ce n'est pas seulement cela, les ressources de la Banque mondiale. La Banque mondiale fait énormément de profits en investissant sur les marchés financiers. Nous sommes une institution 3A, c'est-à-dire qu'on a le meilleur taux de classification par les agences de risque. On est une agence presque sans risque, puisque les bons que nous émettons sur les marchés sont aussi bons que du cash. Donc, les bons que la Banque mondiale émet sur les marchés sont payés par les citoyens, les pays, pour garnir leur portefeuille. Et ça constitue une bonne partie des ressources de la Banque mondiale. La Banque mondiale fait aussi des profits à travers la Société financière internationale, qui investit dans des entreprises, fait des profits, et certains de ces profits, d'ailleurs, sont utilisés pour donner des prêts concessionnels à des pays à faible revenu comme le Congo. Et nous faisons également beaucoup d'argent sur les pays à revenus intermédiaires, à qui on prête à des taux quasiment proches des taux de marché. N'est-ce pas? De combien, par exemple? Aujourd'hui, les taux pour les pays à revenus intermédiaires, c'est autour de 5, 6, 7%, n'est-ce pas? Alors que les pays comme le Congo, lorsque la Banque mondiale, puisqu'on leur donne des fonds IDA, les crédits IDA, on les prête à 0,75% pour 40 ans avec 10 ans de différé.
vous conviendrez avec moi que c'est quasiment de l'argent gratuit. Alors, Monsieur Albert Zefak, on a planté les décors. Alors, parlant de la RDC, la Banque mondiale a repris les discussions avec la RDC pour le développement du projet INGA 3 ans après sa suspension. Disons, on va dire depuis 2016, après la suspension de 2016. Quelles ont été les motivations qui ont poussé la Banque mondiale à se retirer de ce projet, le grand projet INGA? Alors, avant de parler du programme Grand INGA, j'aimerais peut-être vous dire, M. Ambago, que la relation entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo s'est intensifiée depuis les 5 dernières années. Nous avons multiplié notre portefeuille par plus de 3. De combien à combien? Nous sommes aujourd'hui à un portefeuille d'à peu près 8 milliards de dollars et cela représente vraiment une augmentation considérable. Et ce pourquoi est-ce que ce portefeuille a augmenté de façon significative, c'est qu'il y a eu une amélioration du cadre macroéconomique, n'est-ce pas? Depuis 2019, il y a eu une amélioration du cadre macroéconomique. Il y a eu aussi une volonté manifeste de la part du gouvernement, sous la houlette du président Tshisekedi, de mieux collaborer, de mieux travailler avec les institutions internationales. Et voilà ce qui a amené à ce qu'on augmente notre portefeuille, y compris reprendre les appuis budgétaires à partir de 2022. C'est parce que le président Tshisekedi s'est rapproché de la Banque mondiale que vous avez augmenté Pas que cela. cet appui. Il y a eu clairement une amélioration des performances macroéconomiques de la RDC et la mise en place de certaines institutions qui nous ont amené à avoir un peu plus confiance pour travailler avec ce gouvernement. Mais la stabilité du cadre macroéconomique est due notamment tirée par le secteur primaire, l'exploitation des minerais, du cuivre et du cobalt. Tout à fait. La croissance économique en RDC a été tirée ces dernières années par une embellie, n'est-ce pas, de la production, mais aussi des coûts de certaines matières premières. Et comme vous le savez, la RDC regorge de minerais critiques qui sont en forte demande aujourd'hui. Et la RDC représente pratiquement 60% de l'exportation du cobalt au monde, n'est-ce pas? Et tiré par ces ressources naturelles, la croissance s'est augmentée de façon significative. Mais plus encore, nous avons vu une amélioration au niveau de la gestion budgétaire. Le budget de la RDC a plus que doublé en moins de 5 ans. C'est une prouesse. Ce qui signifie qu'il y a eu des efforts pour effectivement réduire les coulages, mais c'est des efforts qu'il faut continuer de maintenir. C'est des réformes qu'il faut continuer, qu'il faut approfondir pour garder cette dynamique. Comme le pacte de stabilité qui a été signé entre le gouvernement et la Banque centrale. Par exemple, mais plus aussi comme le dernier décret, le dernier Conseil de ministres qui vient d'approuver les réformes qui vont amener à un compte unique du Trésor. Je pense que ça, c'est un excellent pas vers des réformes qui vont amener une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques. Et la Banque mondiale a repris son appui budgétaire en faveur de la RDC. Ça a augmenté cette année, on attend encore $1 milliard ou plus? Non. Nous avons repris les appuis budgétaires en 2022. Et nous avons repris, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que nous avons pensé qu'il y avait une volonté manifeste au niveau du gouvernement de mieux gérer. Le premier appui budgétaire en 2022, c'était de 250 millions de dollars. En 2023, nous avons augmenté notre appui budgétaire à 500 millions de dollars. Nous sommes actuellement en train de travailler avec le gouvernement pour 2 autres appuis budgétaires, un en 2025 de 500 millions de dollars et l'autre en 2026 de 500 millions de dollars. Donc, c'est les 2 appuis budgétaires qui font 1 milliard, ce sera sur 2 ans. Alors, ces appuis budgétaires
accompagne le gouvernement dans son effort de réforme. J'ai parlé du compte unique du Trésor, mais il y a beaucoup d'autres domaines de réforme. Le climat des affaires, qui est essentiel. Vous savez, c'est le secteur privé qui crée des emplois, ce n'est pas l'État. Dans tous les pays du monde, ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé. Donc il faut créer un environnement pour que les investisseurs privés se sentent en confiance pour investir et recruter les jeunes Congolais qui ne demandent que cela. Donc ces réformes du climat des affaires, nous les accompagnons avec les appuis budgétaires. Il s'agit également de continuer les réformes pour une meilleure gestion budgétaire, n'est-ce pas, le cycle de la chaîne de la dépense, mais aussi de la recette, n'est-ce pas? Comme on l'a dit, continuer d'éliminer ou de fermer toutes les bouches de coulage au niveau des recettes, c'est essentiel pour que la République démocratique du Congo ait un budget qui lui permette de construire ses infrastructures, construire ses écoles, construire ses hôpitaux, sans avoir à attendre que les autres viennent le faire pour elle. Alors, lorsque vous faites ces appuis budgétaires, vous observez, par exemple, que l'exécution du budget n'est pas respectée. Lorsqu'on annonce, par exemple, 16 milliards de dollars de budget, parfois, difficilement, on atteint 16 milliards de dollars américains. Est-ce que ça vous préoccupe, cette difficulté du gouvernement à atteindre les budgets prévisionnels, les budgets qu'il annonce au début de l'exercice? M. Mbago, le point que vous soulevez, c'est ce que les économistes ou les spécialistes appellent la crédibilité du budget, n'est-ce pas? Alors, mais c'est un problème que l'on voit dans pratiquement tous les pays. Ce n'est pas toujours le cas où les réalisations égalent les prévisions. Alors, ce qui fait la différence entre les prévisions et les réalisations, c'est l'efficacité de la chaîne, n'est-ce pas, de la dépense, c'est la capacité du gouvernement à mettre en œuvre, n'est-ce pas, les projets annoncés. Donc, il s'agit d'un effort qu'il faut continuer à faire au niveau des administrations publiques pour mieux mettre en œuvre les projets, n'est-ce pas? Et c'est ce qui permettra au budget annoncé d'être réalisé. Donc, c'est un problème de crédibilité, c'est un problème de capacité, mais c'est aussi un problème de volonté. Alors, revenons justement au projet Grand Inga. Quelles ont été les motivations qui ont poussé la Banque mondiale à reprendre contact avec la RDC? Voilà. Comme vous le savez, en 2016, la Banque mondiale s'est retirée des discussions sur le projet Inga 3, s'est retirée en raison des différences stratégiques avec le gouvernement de l'époque. Et nous sommes aujourd'hui heureux de dire que le président Tshisekedi a demandé il y a 1 an à la Banque mondiale de revenir sur la table. Nous sommes heureux d'être là et nous travaillons avec le gouvernement et nous faisons des avancées significatives. Vous n'avez pas posé de conditions avant de revenir? Mais nous ne fonctionnons pas en termes de conditions à poser. Il s'agit d'un dialogue. Il s'agit de s'entendre sur ce qui peut nous amener ensemble à réaliser cet objectif commun, qui est un objectif qui peut amener, n'est-ce pas, à la transformation de ce pays et à la transformation même de l'Afrique. Vous savez, lorsque nous avons été approchés, le président Tshisekedi nous a dit clairement une chose. Il nous a dit, Inga, c'est extrêmement important. Et si je demande à la Banque mondiale de revenir, c'est parce que je sais que vous pouvez amener le maximum d'acteurs autour de la table, y compris le secteur privé. Et il nous a dit, même le secteur privé africain. Je crois que ça, c'est ce qui nous a motivés, parce que c'est clair que le président voit cela comme un projet, un programme extrêmement important pour lui, pour le pays. Et vous savez, notre histoire à la Banque mondiale nous enseigne que les projets ne réussissent que quand les pays se sentent impliqués. Quand les pays ont la paternité du projet, quand le pays les prenne en main, alors notre aide peut amener à une réussite. Et donc, je crois que ça nous a encouragés à revenir sur la table. Et je peux vous annoncer ici, en primeur, que le comité des opérations de la Banque mondiale a approuvé
le mardi 1er octobre 2024, la préparation d'un projet multiphase d'1 milliard de dollars pour soutenir le Grand Inga. C'est une étape énorme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que d'ici à fin mars de l'année prochaine, nous irons au conseil d'administration de la Banque mondiale avec un projet de près de 250 millions de dollars pour commencer le travail sur le terrain dans le Congo central pour mettre en place déjà des infrastructures, créer des conditions pour que les populations puissent se former, pour se préparer au métier du Grand Inga, n'est-ce pas? Former, créer sur place dans le Congo central les conditions pour que les populations bénéficient effectivement de ce grand projet. Ça se passera comment? Par exemple, les investissements dans les écoles, les investissements dans l'accès à l'électricité pour les populations, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit plus juste de construire un barrage pour exporter de l'électricité. La conception a changé. Nous voyons le programme INGA comme une opportunité de catalyser le développement de la RDC. Donc, il s'agit, au-delà du barrage, des projets de développement qui vont profiter à la population. L'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation professionnelle pour que demain, les métiers, les employés qui vont être recrutés pour la construction du barrage soient congolais, ne soient pas importés. Alors, Monsieur Albert Zefac, merci. Alors, Monsieur Tierno Ba, vous êtes responsable de projet. Comment s'articule l'intervention de la Banque mondiale dans ce projet Grand Inga? L'appui de la banque au programme Grand Inga s'appuie sur la vision du gouvernement d'utiliser cette ressource qui est unique au monde, la ressource hydroélectrique, sur le site de Inga pour impulser la transformation économique du pays. Donc c'est sur la base de cette vision partagée que la banque a commencé à travailler sur la conception de ce qu'on appelle le programme de développement du Grand Inga. Et ce programme est axé sur un certain nombre de piliers, notamment l'accès à l'électricité, qui est un point extrêmement important, la protection de la forêt, le développement des minéraux critiques, qui aujourd'hui sont extrêmement importants dans le contexte de la transition énergétique à l'échelle mondiale, le développement des infrastructures, mais aussi l'intégration régionale. Donc c'est vraiment les 5 piliers du programme de développement Grand Inga, et tout ça repose sur des fondations, notamment la bonne gouvernance et le développement des compétences. Aujourd'hui, si Inga devait tomber du ciel d'un coup, il est fort probable que la RDC ne puisse pas pleinement bénéficier de cette ressource-là. Donc ce que la Banque mondiale essaie de faire, c'est d'accompagner le gouvernement pour se préparer à l'arrivée de cette énergie massive dans les prochaines années. Alors, la Banque mondiale va travailler avec 5 banques de développement. Ça se passera comment? Est-ce qu'il n'y aura pas télescopage, il n'y aura pas des interférences dans cette sorte de partenariat? Alors, la Banque mondiale répond à une demande du gouvernement. La demande du gouvernement, c'est de l'accompagner dans le développement du Grand Inga. Et je pense que la banque a un rôle de catalyseur. La banque a ce rôle qui permet en fait de fédérer tous les bailleurs, le secteur privé, les différents intervenants pour accompagner le gouvernement dans le développement du Grand Inga. Donc la banque est tout à fait prête à travailler avec les autres partenaires pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de cette vision. Donc en dehors de ces 5 banques, on peut encore enregistrer d'autres initiatives à côté de la Banque mondiale. Tout à fait. Je pense que ça a été dit, le secteur privé aura un rôle primordial à jouer.
Vous savez, on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour développer le potentiel énorme du Grand Inga. Une institution comme la Banque mondiale, seule, ne pourra pas développer, ne pourra pas financer entièrement ces besoins-là. Donc il est essentiel vraiment, encore une fois, d'avoir une coalition, de fédérer un certain nombre de financiers, de fédérer le secteur privé pour pleinement accompagner le gouvernement de la RDC dans le développement de cette ressource. Donc il faudra aller vers des partenariats publics-privés. Tout à fait. Alors ça va s'articuler comment? S'il faut aller vers des partenariats publics-privés, parfois c'est compliqué lorsqu'il faudra parler des dividendes. Alors, des partages de dividendes, par exemple. Alors, la manière dont le partenariat public-privé fonctionne, comme vous l'avez si bien dit, c'est un partenariat entre l'État oui. et le secteur privé. Donc, l'État sera accompagné par des bailleurs tels que la Banque mondiale qui peuvent vraiment fournir des ressources à des taux très bas, ce qui permettra en fait de développer le projet et d'offrir des tarifs extrêmement compétitifs. Donc aujourd'hui, pour développer les minéraux critiques, pour ajouter de la valeur à ces minéraux-là, il y aura besoin d'énergie. Et pour que ces produits finis soient compétitifs, il faut que l'énergie soit très compétitive et pas chère. Donc je pense que c'est là où des institutions comme la Banque mondiale, les bailleurs de fonds, avec des fonds qu'on appelle concessionnels, donc qui ont une grande part de dons dans le financement, peuvent aider à catalyser ce genre de programme-là et ajouter de la valeur pour les populations congolaises et que les populations congolaises puissent pleinement bénéficier de ce programme-là. Le projet va entrer effectivement, on va palper, les Congolais vont commencer à palper ce projet quand? Commençons par les populations du Congo central. Monsieur Zefac vient de nous parler de ces fonds qui seront déjà à disposition déjà au mois de mars 2025. Alors, comment est-ce que les populations vont sentir que voilà, ça y est, c'est parti maintenant pour le Grand Inga? C'est une très bonne question. Vous savez, le programme, au-delà de la centrale hydroélectrique, qui va prendre un certain temps à être développé, le programme s'articule autour du concept de préparer le pays pour le projet. Donc, et ça, c'est axé autour d'un certain nombre d'activités. La première, et je pense certainement la plus importante, c'est le développement des communautés locales, notamment les communautés dans la province du Congo central. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a eu l'occasion de visiter la province, d'aller sur le site d'Inga, et on a eu l'occasion de rencontrer les populations locales. Et les doléances sont très fortes, à savoir, ces populations veulent avoir des opportunités économiques, veulent avoir accès à l'électricité, veulent des meilleures connectivités pour pouvoir pleinement bénéficier de l'agriculture, pouvoir vendre leurs produits sur les marchés. Et c'est là où la banque va intervenir. C'est-à-dire que l'argent qui va être mobilisé dans le cadre de ce programme-là, les 250 millions de dollars qui vont être mobilisés dans cette première phase, vont servir à financer des routes, à financer l'accès à l'électricité, à financer un certain nombre de bénéfices pour lesquels les populations dans la province du Congo central vont bénéficier immédiatement, sans attendre que la production d'Inga 3 arrive dans un certain nombre d'années. C'est un peu pour pousser la population à adopter le projet Grand Inga, parce que la population est déçue de Inga 1, 2, où on n'a rien vu, où le Congo central est un trou noir. Aujourd'hui, il faut préparer l'opinion, la population à accepter, à accueillir ce projet. Oui, tout à fait. Vous savez, le monde a beaucoup changé depuis le temps où Inga 1 et Inga 2 ont été faits, il y a presque plus de 50 ans. À l'époque, toutes les questions de sauvegarde environnementale et sociale n'étaient pas des aspects qui étaient qui étaient mis en avant. Aujourd'hui, vous savez, pour que la Banque mondiale puisse s'impliquer dans un projet,
ces aspects-là sont des aspects qui sont primordiaux. Donc la banque va s'assurer qu'il y a un certain nombre de sauvegardes sur le plan environnemental et social qui vont être mises en place. Donc certainement ce projet se fera très différemment de la manière dont Inga et Ingado ont été faits. Et aujourd'hui, c'est encore une fois, ce sera vraiment axé sur qu'est-ce que les populations congolaises vont pouvoir bénéficier de cette ressource-là. Il ne s'agit pas de construire une infrastructure qui va exporter de l'électricité en dehors du Congo, mais de l'électricité qui va servir à ajouter de la valeur, créer des emplois, apporter des opportunités économiques pour les populations congolaises avant tout. Alors, est-ce que ce projet va au finish aussi permettre d'augmenter la production en vue de servir le secteur minier qui demande encore beaucoup plus d'énergie pour pousser sa production? Tout à fait, mais comme je le disais, c'est avant tout de pouvoir servir les populations congolaises. Vous savez, l'énergie est injectée dans le réseau. Aujourd'hui, le réseau permet de desservir un certain nombre le territoire congolais est vaste et le réseau permet de desservir notamment les miniers. Mais au-delà de ça, dans le cadre du programme de développement Grand Inga, il y a un certain nombre de solutions décentralisées qui vont être mises en place pour pouvoir aller électrifier les parties du territoire congolais qui aujourd'hui n'ont pas accès au réseau. Donc les populations vont bénéficier de ces investissements-là. On parle du taux des dessertes de 19% seulement pour toute la République. On va aller plus loin, crescendo, avec le projet Grand Inga. Si je peux ajouter, aujourd'hui, la RDC a un taux d'accès à l'énergie, à l'électricité de 19% seulement. C'est-à-dire que de plus de 100 millions de Congolais, moins de 20 millions ont accès à l'électricité. Donc, la nouveauté dans l'approche que nous proposons et que le gouvernement a effectivement absolument suit c'est cette nouvelle approche, c'est d'inverser les rôles. Inga 1 et Inga 2 étaient essentiellement des projets d'exportation. Et comme l'a dit Tierno tout à l'heure, il y avait très peu de considérations faites à ce que la population locale, ce que le Congo lui-même, à part les miniers, devrait en profiter. Cette fois-ci, nous commençons par s'assurer que les populations en tirent clairement un profit. On a parlé d'infrastructure, mais le profit le plus important que la population peut tirer, c'est la formation, c'est les compétences qui vont leur permettre d'avoir un emploi. Et ça, le programme Grand Inga, dès l'année prochaine, va commencer à travailler pour que les populations commencent à s'équiper pour les métiers qui vont être créés. Donc ça, c'est un. De deux, ce programme Grand Inga va nécessairement contribuer à l'augmentation de l'accès. Si l'on fait Inga 3, et le Congo a toujours moins de 20% d'accès à l'électricité, nous aurons tous échoué. Donc c'est important que l'accès à l'électricité pour les Congolais, pour les ménages congolais, soit un objectif, et c'est exactement ce que l'on va essayer de faire. Imaginez une situation où à Kinshasa, on aurait suffisamment d'électricité pour que la population cuisine à l'électricité. On arrêterait d'utiliser le makala. Et si on arrête d'utiliser le makala, c'est ce qui va sauver la forêt congolaise. Et c'est un état où il va falloir arriver donc à générer l'électricité moins chère que le makala pour que les populations puissent cuisiner. C'est possible. De façon propre, et c'est possible. Parce que l'électricité du Grand Inga, si on structure bien le financement en PPP, comme vous l'avez dit, et si on arrive à mobiliser les financements moins chers pour que l'État puisse avoir sa contribution et donc garder le tarif bas, on peut avoir une électricité à moins de 2 centimes le kilowatt à Kinshasa. Et ce serait extraordinaire. Et c'est ce que nous aimerions pouvoir accompagner le gouvernement à faire.
Mais l'autre aspect de la question qui est fondamental, c'est pour que cette électricité serve les ménages congolais, il faut que les réseaux soient en mesure de la supporter. D'où le rôle de la SNEL et aussi de toutes les réformes du secteur de l'électricité. Il est important que l'on réalise, que toute la population réalise que sans une SNEL qui est financièrement stable, il n'y aura pas d'investissement privé dans le secteur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on dit au Congo central, il n'y a pas d'électricité parce que le transport n'est pas assuré. Il y a le transport, mais il y a aussi la génération, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de pertes techniques aussi, n'est-ce pas? Des pertes opérationnelles dont il faut accélérer les réformes au niveau de la SNEL, n'est-ce pas? Pour Quel type de réforme? Quel type de réforme? Il faut que au niveau de la facturation, de la distribution, au niveau de la gestion financière même de la SNEL, n'est-ce pas? Que l'on soit beaucoup plus rigoureux. La Banque mondiale peut aider la Absolument, nous pouvons aider et nous travaillons depuis dans notre projet EASE et le projet Agri pour supporter ces réformes et elles sont essentielles pour arriver à faire bénéficier la population congolaise de l'électricité qui sera générée par Inga. D'ailleurs, si nous n'arrivons pas à faire ces réformes, alors ce sera difficile d'attirer le secteur privé. Vous avez parlé de PPP. Les privés ne viendront pas si ils savent que la SNEL ne sera pas capable de payer l'électricité. N'est-ce pas? Okay. Donc c'est fondamental de pousser tous ensemble les réformes de la SNEL pour en faire une institution d'excellence, pour en faire une compagnie qui fonctionne selon tous les critères de performance qui sont requis et qui amènent d'autres compagnies d'électricité comme Kengen au Kenya à être beaucoup plus financièrement stables. Mais alors vous commencez à appuyer la population du Congo central par exemple, mais après les travaux démarquants. Les travaux par rapport au développement local, nous pouvons dire ces travaux vont commencer dès l'année prochaine, dès 2025. Les travaux vont commencer dans le Congo central. Alors, en parallèle, ce que nous sommes en train de faire, c'est de financer les études techniques pour le barrage de Inga 3. Nous venons de mettre à la disposition du gouvernement des fonds pour l'étude des options. Vous savez, quand on parle de Inga 3, chacun a son idée de ce que ça va être, n'est-ce pas? Et il est important qu'on soit concret en faisant des études techniques qui nous permettent de dire exactement quelle doit être la capacité de Inga 3, n'est-ce pas? Et à partir de cela, déterminer quel sera le volume de financement. Cette étude-là vient d'être lancée et la Banque mondiale vient de mettre à la disposition du gouvernement les ressources pour la financer. Ensuite, dans le programme multiphase que nous avons annoncé d'1 milliard, il y a des ressources pour financer les études techniques pour que le barrage puisse être conçu et réalisé selon les meilleurs critères. Et donc, les travaux pour le barrage dépendront le démarrage des travaux pour le barrage dépendront de la vitesse à laquelle ces études techniques sont faites parce qu'elles sont absolument indispensables. Mais il faudra à peu près combien d'années pour que ces études soient finalisées, soient bouclées? Écoutez, on parle de 2-3 ans ou plus en fonction de la capacité du gouvernement à avancer rapidement dans ces études. Mais il y a une étude déjà de la Banque africaine de développement qui a été commandée il y a quelques années par la RDC et qui parlait d'une enveloppe de 80 milliards de dollars pour les 7 phases du Grand Inga. Est-ce que ces études-là ne peuvent pas être récupérées par la coalition d'aujourd'hui? Alors, nous allons travailler avec toutes les institutions pour pouvoir réaliser ce programme. Et nous sommes en collaboration avec la Banque africaine de développement qui vient d'ailleurs de signer avec la Banque mondiale un partenariat pour donner l'électricité à 300 millions d'Africains. N'est-ce pas? Nous travaillons avec la Banque africaine de développement pour cet agenda essentiel de l'accès. Et nous sommes ouverts et prêts à travailler avec elle et toutes les autres institutions pour ce programme. Mais plus important,
c'est de dire que les études qui ont été faites en 2012 pour Inga 3, n'est-ce pas? Il faudra absolument les revisiter parce que le monde a véritablement changé. Vous savez, en 2012, on ne parlait pas de minerais critiques. Donc, la demande d'électricité... Mais quand vous parlez de minerais critiques, pour notre auditeur, c'est quoi minerais critiques? Alors, les minerais critiques, c'est des minerais comme le cobalt, comme le lithium, comme le manganèse. Il y a beaucoup de ces minerais qui, aujourd'hui, permettent, n'est-ce pas, de faire les plaques solaires, les panneaux solaires, les minerais qui permettent de faire les téléphones. Vous savez, dans tous les téléphones que nous utilisons, les téléphones portables, il y a de ces minéraux qu'on utilise pour les batteries, pour le coltan, par exemple le coltan, bien sûr. Il faut beaucoup de cuivre, n'est-ce pas, pour les voitures électriques, n'est-ce pas? Tous ces minéraux-là, aujourd'hui, on les appelle critiques. Pourquoi critiques? Parce qu'ils sont critiques pour la transition énergétique globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces minéraux vont nous permettre de ne plus brûler le pétrole, brûler le gazoil pour générer l'électricité. Ces minéraux vont nous permettre de faire des batteries qui n'utilisent pas le pétrole. C'est pour ça qu'ils sont critiques. N'est-ce pas? Donc, le Congo regorge de beaucoup de ces minéraux, mais pour les extraire du sol et ajouter de la valeur, il faudra beaucoup plus d'énergie. Oui. Et en 2012, on n'avait pas cette donne. Aujourd'hui, par exemple, le déficit d'énergie pour les compagnies minières au Congo est déjà de plus de 2 gigawatts, 2000 mégas. Et si vous projetez ça avec l'augmentation de la production de ces minéraux, d'ici 2030, peut-être que les miniers auront besoin de 4000 mégawatts d'électricité. On n'avait pas toutes ces données en 2012. Donc on ne peut pas juste reprendre des études qui ont été faites il y a 10 ans et faire Inga 3 sur cette base. Il faut revisiter ces études et prendre en compte les nouvelles orientations. Vous savez, depuis lors, le président Tshisekedi a décidé que l'on ne va plus exporter les minéraux bruts sans une première transformation. Tout à fait. C'est une excellente décision, mais cela signifie qu'il faut de l'énergie pour pouvoir transformer, n'est-ce pas? Les usines ne vont pas fonctionner à l'eau, elles vont fonctionner à l'électricité, n'est-ce pas? Donc, il faudra effectivement prendre en compte cette dimension lorsque l'on décide de la structuration du projet et de la capacité de ces différents barrages. Donc, ces études vont être lancées, vont être faites, vont apporter prendre en compte ces nouvelles données pour arriver à de meilleurs résultats. Donc on ne sait pas encore dire aujourd'hui avec exactitude combien va être mobilisé pour la réalisation de ce grand projet. Alors, déjà, il faut se dire que le grand Inga ne se réalisera pas en un seul coup. Ce dont nous parlons en termes de projet, c'est le projet de Inga 3. Mais il y aura la possibilité de faire Inga 4, 5, 6, 7, 8, n'est-ce pas, qui seront des centrales. Mais la façon dont on fait Inga 3 déterminera le reste. C'est pour ça que c'est si important, Inga 3. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, les premières estimations qu'on peut avoir sur Inga 3 varient de 10 peut-être à 30 ou 40 milliards de dollars en fonction de l'option qui sera choisie. Et cette étude d'option, elle vient d'être lancée. Et donc, dans 1 an ou plus tard, on saura exactement ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que l'idée d'exporter l'énergie est toujours d'actualité? Absolument, n'est-ce pas? Vous savez, Inga a pour vocation d'aider à la transformation économique de la RDC. Nous avons parlé de l'accès à l'électricité pour les ménages, l'accès à l'électricité pour les entreprises, pour les miniers, ainsi de suite. Mais il y a aussi la demande qui vient des pays voisins. L'Afrique du Sud renouvelle sa demande pour acheter l'électricité de Inga. L'Angola est potentiellement preneuse aussi d'électricité de Inga. Le Burundi a découvert le nickel, qui est aussi un des minéraux critiques, et aurait besoin d'énergie pour
pour exploiter et exporter son nickel. La République du Congo voisine, le président Sassou Nguesso, l'année dernière, au sommet de développement de Paris, a dit Inga, c'est le projet phare pour toute l'Afrique. Et donc la République du Congo est aussi sur la table et prête à supporter le projet Inga. Donc, une fois qu'on l'a réalisé, il est possible effectivement d'exporter de l'électricité vers le pôle énergétique de la SADC, vers l'Afrique du Sud, la Zambie et l'Angola et d'autres pays. Oui. Alors, Monsieur Tiernoba, vous êtes chef de projet, le projet Grand Inga, suspendu, comme j'ai dit dans l'introduction, suspendu, arrêté, relancé. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Nous pensons que cette fois-ci c'est la bonne pour plusieurs raisons. Le monde a changé. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, l'importance des minéraux critiques. Mais il y a aussi le Congo a changé. Le Congo a changé. On voit une vision, comme je le disais depuis le début, une vision partagée du gouvernement. On sent que le gouvernement veut développer cette ressource-là pour le bien de la population congolaise. Et la banque aussi veut appuyer des projets transformateurs tels que le projet dont on parle, le projet de développement du Grand Inga. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se rue vers ce grand projet, mais avec les énergies renouvelables, est-ce qu'on ne peut pas craindre que d'ici là, le projet Grand Inga soit un projet placé dans les tiroirs, dans les placards, parce que les pays européens pourront par exemple développer des technologies pour avoir de l'énergie chez eux? Non, je pense que tout ça est complémentaire. Les énergies renouvelables, d'abord, l'hydroélectricité est une énergie renouvelable. Maintenant, c'est vrai que ça vient avec beaucoup de risques et beaucoup d'impact, peut-être sur le plan environnemental et social. Mais je vous dirais que si on parle des centrales solaires, les centrales solaires viennent avec des impacts aussi. Les centrales solaires prennent beaucoup d'espace et peuvent détruire des champs à vocation agricole. Donc c'est pour dire que toute solution a son avantage et son inconvénient. Donc je pense que ces différentes technologies vont être complémentaires. Et je pense que dans le futur, l'hydroélectricité a de beaux jours devant elle. Je pense que si on voit au niveau de la Banque mondiale se réengage beaucoup sur ce genre de projets-là, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Asie. Il y a beaucoup de projets transformateurs tels que celui du Grand Inga sur lequel la banque se positionne et appuie les gouvernements à développer leur potentiel. C'est un projet de plusieurs dizaines de milliards de dollars américains. Est-ce que vous avez évalué le risque? Vous allez partager le risque. C'est la Banque mondiale, le secteur privé, l'État congolais. Vous avez évalué le risque de ce grand projet? Alors, vous savez, c'est une approche groupe de la Banque mondiale, encore une fois. Il y a la Banque mondiale qui est impliquée, mais nous avons aussi la Société financière internationale qui a l'expertise pour gérer ce genre de risque-là et pour mobiliser le secteur privé. Nous avons MIGA, qui est l'institution qui permet de fournir justement des garanties au secteur privé pour pouvoir mitiguer ces risques-là. Donc je pense qu'avec cette approche groupe de la Banque mondiale et le déploiement des différents instruments dont la banque dispose, je pense que ces risques-là seront mitigués. Vous n'oubliez pas les aléas qui peuvent surgir à tout moment, parce que c'est un grand projet. Donc à tout moment, on peut enregistrer une guerre par-ci, une catastrophe par-là, qui peut freiner le cycle du projet. Tout ça a été mesuré, tout ça a été étudié correctement? Tout ça peut arriver. Encore une fois, MIGA, justement, couvre ce genre de risques-là. MIGA couvre les risques politiques, ce qu'aucune autre institution ne fait. Mais c'est l'avantage que MIGA offre aux investisseurs privés, c'est de pouvoir venir investir dans un pays en se disant que si les choses tournent mal sur le plan politique, on est couvert avec une institution comme celle du groupe de la Banque mondiale. Donc ce projet va arriver à terme? Avec beaucoup d'espoir, je pense que oui. Nous y croyons fermement. Alors, M. Zefak,
Qu'est-ce que ça pourra apporter à l'économie congolaise, ce projet Grand Inga? Alors, déjà, si je peux revenir sur votre question de risque. Vous savez, le programme ou le projet INGA, c'est ce que nous appelons projet à haut risque, haut rendement. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les risques sont importants, mais si on ne prend pas ce genre de risque, alors on ne pourra jamais atteindre des résultats importants. N'est-ce pas? Et un adage populaire dit que 100% de ceux qui ont gagné à la loterie ont joué. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne jouez pas, vous ne pouvez jamais gagner. D'accord? Si nous allons nous arrêter parce qu'il y a des risques, alors on ne fera jamais de projet de développement. Parce qu'il y a toujours des risques. Quelque petits soient-ils, le projet de développement vient avec des risques. Mais l'avantage de travailler avec des institutions comme la Banque mondiale, c'est qu'on a un groupe où on peut apporter des garanties, mais aussi on a eu l'expérience de gérer ce type de risque dans beaucoup d'autres pays et on peut apporter les leçons d'expérience sur la table. Pas qu'il n'y aura pas de problème, bien au contraire, il y en aura. La question, c'est comment on réagit lorsqu'il y a des problèmes. Comment on anticipe pour empêcher qu'il y ait des problèmes qui nous arrêtent une fois qu'on a commencé. Et je crois que là, c'est une responsabilité partagée. C'est la Banque mondiale, c'est les institutions, c'est les bailleurs, mais c'est aussi le gouvernement, n'est-ce pas? Une fois de plus, une fois qu'on passe à l'étape de la mise en œuvre, la responsabilité est celle du gouvernement. Donc, travaillons tous ensemble pour anticiper ces problèmes et pour empêcher qu'il y ait des incidents qui puissent effectivement dérailler cette bonne volonté. Maintenant, qu'apportera le projet ou le programme? J'aime plutôt parler du programme tout ensemble, parce que le projet, c'est juste un de tout l'ensemble du programme. Déjà, à partir de l'année prochaine, les populations du Congo central vont commencer à voir des travaux qui sont réalisés dans le Congo central qui peuvent changer leurs conditions de vie. Un impact visible. Absolument visible. Plus d'enfants iront à l'école, plus d'écoles de formation vont être créées pour permettre aux enfants, aux jeunes, d'apprendre des métiers et les préparer au moment où le barrage va commencer à être construit. Plus d'enfants vont être embauchés dans ces travaux, ce qui donnera effectivement de l'emploi et donc de meilleures conditions. Plus de ménages dans le Congo central auront accès à l'électricité. Nous y travaillons. Et donc, il y aura dès l'année prochaine des changements visibles pour les populations, n'est-ce pas? Quand nous allons commencer donc à mettre en œuvre ces projets de développement local. Mais plus important, la construction du barrage elle-même, lorsqu'elle commencera, créera des opportunités énormes d'emploi. Vous savez, pour construire un barrage de plus de 5 gigawatts, il faut des milliers d'ingénieurs. Il faut des milliers et des milliers de techniciens qualifiés. Donc c'est le moment pour le Congo de se mettre à former et former massivement ces compétences dont le projet aura besoin. Donc la réponse à votre question, c'est pour évaluer ce que ça va rapporter à l'économie, il faut qu'on commence à se préparer dès maintenant à en tirer le maximum. Il ne faut pas juste se concentrer sur les recettes de la vente de l'électricité. L'impact sur l'économie va être beaucoup plus grand, va avoir, les économistes parlent de l'effet multiplicateur de ces investissements qui auront lieu, n'est-ce pas? C'est important de se préparer à en saisir ces opportunités, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas juste la vente d'électricité. Si l'on se concentre juste sur la vente d'électricité, c'est qu'on continue à réfléchir comme si c'était une mine, comme si c'était un projet d'exportation et rien d'autre qui arrive, n'est-ce pas? Les populations vont en tirer un bénéfice en termes d'amélioration de leurs conditions de vie, en termes d'emploi, n'est-ce pas? Et l'économie elle-même va tirer, le PIB va augmenter suite aux investissements qui vont être faits dans les infrastructures, n'est-ce pas?
et dans la consommation privée, la consommation publique. Et donc, tout cela va apporter un boost à l'économie congolaise. Nous pourrons vous donner des chiffres précis lorsqu'on sait exactement combien, quand on sait exactement quelle sera la taille du barrage à construire. Je rappelle que nos invités, c'est M. Albert Zefac, le directeur des opérations de la Banque mondiale, et M. Tiernoba, responsable de projet. Alors avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Voici comment se présentent les prix des denrées alimentaires de première nécessité cette semaine. Un sac de semoule de 25 kg coûte 46, 48 ou 68 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Une maisonnette ou écolo de semoule coûte 4 000 francs. Un sac de riz de 25 kg coûte 85 000 francs. La maisonnette ou copo coûte 2 500 francs congolais. Une maisonnette ou copo de haricots varie entre 2 800 et 5 000 francs congolais au marché Ziguida. Une mesurette ou écolo de sel coûte 3 000 francs. La mesurette ou sakomi revient à 1 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo des frétins coûte 20 000 francs. La mesurette ou écolo des chéniers coûte 15 000 francs au grand marché de Kinshasa. Un tas de poissons fumés coûte 20, 30, 50 000 francs congolais au marché Apollo à Kingabois. Un filet d'oignon varie entre 35 et 70 000 francs congolais. Un oignon coûte 200, 300, 500 voire 1000 francs congolais. Un tas de tomates fruits coûte 500, 1000 francs ou 1500 francs congolais. Une tomate revient à 300 voire 500 francs congolais. Une boîte de tomates coûte 600 francs congolais. Un tas de piments coûte 500 voire 1000 francs congolais, c'est selon la grandeur des piments. Une gousse d'ail coûte 300, 500 ou 700 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 17 500 francs congolais. Un œuf revient à 700 voire 800 francs congolais. Une botte d'amarante coûte 2000 francs. Celle d'oseille coûte 1000 francs. Un kilo de chinchard 20 plus coûte 10 000 francs. Un kilo de croupion coûte 8000 francs congolais. Un kilo de gésier revient à 7500 francs congolais. Un poulet sans emballage, appelé communément poulet nu, coûte 10 000 francs, 12 voire 15 000 francs congolais. C'est selon le poids du poulet. Un kilo de cotis coûte 14 000 francs. Celui de poisson salé coûte 22 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 17 000 francs congolais. Une bouteille d'huile de palme d'1,5 litre coûte 6 000 francs. Celle de 750 ml coûte 3 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 28 et 30 000 francs. Un bidon d'huile végétale de 3 litres coûte 15 000 francs. La bouteille d'huile végétale d'1,5 litre coûte 7 000 francs. Celle de 750 ml revient à 2 000 francs congolais. Un paquet d'eau se vend à partir de 5 500 francs congolais. Un pain varie entre 200 et 1000 francs. Une chikwanga pli bateke coûte 1000, 1500 ou 2000 francs. Un chou paumé revient à 1000, 1500 voire 2000 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 2000 et 7000 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, on amorce l'atterrissage. Quelques questions rapidement avant de nous séparer. Ça sera soit vous, Monsieur Zefac, ou Monsieur Tierno. Des petites questions. Alors aujourd'hui, Monsieur Zefac, vous êtes souvent en contact avec les autorités congolaises. L'économie congolaise se porte mieux ou c'est une économie résiliente? Alors, en termes de... Elle résiste au choc ou c'est une économie qui se porte mieux? Alors, en termes de croissance du produit intérieur brut, l'économie congolaise reste une économie qui croît assez fort, qui est parmi, qui enregistre les taux de croissance parmi les plus élevés en Afrique. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, en moyenne, la croissance va être inférieure à 3%. Autour de 3, 3,5%, alors que pour le Congo, elle peut être le double. Mais elle n'est pas inclusive. Cette croissance n'est pas inclusive. Alors, là, on parle de la croissance du produit intérieur brut. On ne parle pas de la distribution. OK. Et vous avez raison. Cette croissance, malheureusement, n'est pas inclusive. Pourquoi? Parce qu'elle est générée essentiellement par cette croissance du secteur minier qui n'emploie pas beaucoup de gens. N'est-ce pas? Le secteur est très intensif en capital, n'est-ce pas? Donc, les croissances qui sont plus inclusives sont celles qui sont généralement tirées par le secteur manufacturier ou par le secteur des services, qui emploient plus de monde. Tout est au niveau de l'emploi. Si la croissance ne génère pas beaucoup plus d'emplois, alors elle ne sera pas inclusive. Donc, dans le cas du Congo, effectivement,
le défi, c'est la diversification de cette économie. On ne peut pas continuer avec un seul moteur qui est le secteur minier. Et voilà pourquoi je crois que c'est important que la stratégie, le programme du nouveau gouvernement met l'accent sur la modernisation de l'agriculture comme autre moteur de croissance. Mais là, il faut que ce soit clair, ce n'est pas l'agriculture avec la houe et la daba qui va effectivement être un moteur de croissance. Il va falloir que cette agriculture se modernise et augmente sa productivité, que cette agriculture, effectivement, puisse nourrir au-delà du Congo l'Afrique. Or, aujourd'hui, le Congo importe beaucoup de ce qu'il consomme. Est-ce qu'aujourd'hui, le soutien de la Banque mondiale à la gratuité de l'enseignement continue? Ah oui. La Banque mondiale a supporté le gouvernement. Lorsque le président Tshisekedi a annoncé la gratuité de l'enseignement primaire, la Banque mondiale a mis en place un projet pour soutenir cet effort. Et nous sommes heureux de dire que cela est en train de porter des fruits. Il y a plus de 4 millions supplémentaires d'enfants qui sont entrés dans les écoles, qui auraient pu être dans la rue. Mais ce succès amène d'autres défis, à savoir celui de la qualité. Puisque cet accroissement rapide du nombre d'élèves n'a pas été suivi par un accroissement parallèle du nombre d'enseignants qualifiés, n'est-ce pas, du nombre de classes, de salles de classe supplémentaires à construire. Donc il y a eu effectivement une augmentation du nombre d'élèves par classe, le nombre moyen d'élèves par classe qui peut affecter la qualité. Et nous travaillons avec le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation nationale pour adresser ces questions de qualité. Nous avons un nouveau projet qui va travailler sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais nous insistons aussi sur l'éducation des filles, surtout les filles dans l'enseignement secondaire. Parce que toutes les études que la Banque mondiale a faites, toutes les études que nous avons faites montrent que le facteur clé de réussite d'un système éducatif, c'est le taux d'achèvement de l'enseignement secondaire par les filles. Parce que cela impacte leur capacité à travailler, mais aussi cela impacte, n'est-ce pas, l'éducation des enfants de la génération future. Alors, Monsieur Thierno, juste une question. Est-ce que les projets de la Banque mondiale, implémentés par la Banque mondiale, ont vraiment un impact sur la vie des populations, impact visible sur la vie de la population? Tout à fait. Pour ce qui est du secteur de l'énergie pour lequel je suis responsable, la Banque mondiale vient de clôturer un projet, le projet EASE, qui a eu un impact énorme ici au niveau de Kinshasa et qui a connecté plus d'1 million de personnes à l'électricité. Donc les impacts sont clairement visibles. Et ça dans tous les domaines dans lesquels la banque intervient. Vous avez un œil sur ce que vous faites, ce que vous dépensez, ce que vous mettez à disposition du gouvernement. Est-ce que la banque a un œil sur ça? Alors, vous savez, on est régi par un certain nombre de procédures. Quand on fait des projets, on a nos collègues qui sont experts en gestion financière, on a nos collègues qui sont experts en passion des marchés, et la banque a des procédures très strictes en la matière. Et on ne sait pas faire de projet en dérogeant à ces procédures-là. Donc, effectivement, ces procédures sont en quelque sorte un garde-fou pour permettre, assurer que les ressources de la banque soient utilisées à bon escient. Si je peux me permettre. Allez-y, monsieur Zofak. Alors, la première chose à dire, c'est que la mise en œuvre des projets relève de la responsabilité du gouvernement. Dans nos accords de financement, la mise en œuvre, c'est la responsabilité du gouvernement. La Banque mondiale accompagne le gouvernement et a un droit de non-objection pour les dépenses. Ça veut dire que ces dépenses sont engagées par le gouvernement, pas par la Banque mondiale. Donc, nos procédures visent à s'assurer que ces dépenses engagées sont conformes à l'accord de financement et que ces ressources sont effectivement utilisées pour faire ce qu'elles sont censées faire.
N'est-ce pas? Voilà ce que nous faisons pour nous assurer que les ressources sont bien gérées. Mais essentiellement, la responsabilité repose sur le gouvernement pour mettre en œuvre. Un deuxième exemple de projet financé par la Banque mondiale, c'est le projet d'accès à l'eau à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa. Alors, la station d'épuration d'ozone qui a été financée par la Banque mondiale a permis aujourd'hui à plus de 3 millions de Kinois d'avoir de l'eau potable. Et je crois que ça, c'est un exemple concret des choses que nous finançons. Et aussi bien dans l'éducation, dans la santé, le projet PDSS a permis effectivement de réhabiliter plusieurs centres de santé, de construire plusieurs centres de santé dans les territoires et a permis aussi de supporter la gratuité de l'accouchement. Donc voilà des exemples concrets des financements de la Banque mondiale. Et très bientôt, dans le Kasaï, nous allons commencer une route, les travaux de la route Buji-Mayi-Banga qui va continuer jusqu'à Bukavu. Et je crois que là aussi, les populations verront la différence dans leur vie. Merci. Je rappelle que nos invités, c'était M. Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé-Principe, et M. Tiernoba, responsable de projet. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à Patrick Bougogo qui a nous permettre d'arriver chez vous, de nous voir donc. Merci à Grace Lema qui s'est occupée du son. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre notre émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Kambago.